Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Visite sous haute tension entre partenariat stratégique et mise en garde. Téhéran joue gros. Le Karabakh, c'est fini. Le discours choc de Nikol Pachinian qui appelle les Arméniens d'Artsakh à renoncer à tout espoir de retour. La diplomatie s'accélère sur le front ukrainien vers une rencontre Poutine-Zelensky alors que les bombes continuent de pleuvoir. Le procès de l'archevêque s'ouvre sur une prière et une accusation cinglante. Yerevan suffoque entre l'incendie de la décharge de Noubarachen et une pollution record. Au lendemain de la première visite du président iranien en Arménie, l'heure est au décryptage. Et pour les politologues, le message est clair. Cette visite n'avait rien d'une simple courtoisie. C'était une mission de clarification et une mise en garde. Car au cœur des discussions se trouvait bien sûr la route de Trump. Téhéran est venu chercher des garanties face au spectre d'une présence américaine à ses portes. Prise en étau, l'Arménie se retrouve face à un dilemme stratégique majeur. Comment pivoter vers l'Occident sans aliéner son plus puissant voisin du Sud? Analyse d'une visite aux enjeux multiples. La visite de Massoud Pezeshkian en Arménie, selon les experts, était également un message adressé aux pays extra-régionaux. Elle visait avant tout au développement des relations bilatérales dont l'Arménie peut profiter, souligne l'iranologue Diana Gazarian. Elle atteste également du haut niveau des relations arméno-iraniennes, illustrées par les excellentes relations constantes de la République d'Arménie avec son voisin. Depuis l'indépendance de l'Arménie, les relations entre Arménie et l'Iran ont enregistré une série de succès. Et au cours de ces 30 ans de relations, aucun malentendu ou fait similaire n'a été enregistré. Ces derniers temps, on peut noter une intensification des visites officielles, des visites bilatérales, ce qui témoigne du développement de ces relations diplomatiques. Le soi-disant corridor de Zangezur qui a provoqué de vifs débats en Iran, puis la rencontre arméno-azerbaïdjanaise à Washington qui a abouti à l'annonce de la route de Trump, figurait, selon les analystes, à l'ordre du jour de la visite de Pezeshkian. Son objectif, évaluer la gravité des menaces potentielles. Je tiens d'abord à noter que c'est la première visite officielle du président Massoud Pezeshkian en Arménie depuis son entrée en fonction. Et bien que la presse iranienne évoque deux objectifs principaux, je voudrais souligner comme objectif premier et essentiel la création d'une plateforme pour discuter de l'accord conclu à la Maison-Blanche entre Erevan et Bakou, car l'Iran a de sérieuses inquiétudes à ce sujet. Celles-ci sont liées à la crainte qu'une présence américaine dans la région du Sionique constitue une menace sérieuse pour l'Iran, impliquant une présence active tant militaire que de renseignement dans notre région. Selon l'iranologue, un autre objectif de la visite de Pezeshkian est de montrer que l'Iran a des positions solides dans la région et qu'il veut les renforcer, comme en témoignent les nouvelles opportunités de coopération dans les domaines économiques, diplomatiques, culturels et scientifiques. En même temps, les experts insistent sur la nécessité de rester vigilants et de calculer minutieusement les avantages et les risques. Il y a une vérité simple. Si l'Iran ne peut pas garantir les questions de sécurité de l'Arménie, premièrement parce qu'il n'en a aucune obligation, et deuxièmement parce qu'il ne peut pas, à l'heure actuelle, contenir et résoudre ses propres problèmes de sécurité, l'Iran doit s'y faire. Je pense qu'en Arménie, nous devons avant tout clarifier notre politique. Nos relations avec l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, ne doivent pas se faire au détriment de la Russie et de l'Iran. Oui, nous avons un voisinage avec l'Iran, nous avons des intérêts mutuels, mais il y a aussi une vérité simple. L'Iran ne garantit pas notre sécurité. Et ceux qui ont fait des déclarations critiques sur ces récents processus ne la garantissent pas non plus. S'ils ne la garantissent pas, ils doivent s'y faire. Selon les experts, bien que l'Iran n'ait actuellement pas la force de contrebalancer les puissances extra-régionales, il tente d'établir des relations stables et bonnes avec les pays de la région. L'Iran voudrait naturellement assumer un tel rôle dans la région, mais cela nécessiterait plus de temps et de ressources. Mais en général, on peut dire que l'Iran déploie des efforts pour se renforcer et avoir une position stable dans la région. Et cela se voit concrètement en Arménie par la signature d'une série d'accords et par sa volonté d'assurer sa place stable dans la région. Dans le contexte des événements récents, où l'Iran n'est pas considéré comme un garant de sécurité pour l'Arménie, Téhéran tente de renforcer son influence dans la région par d'autres leviers, économiques et diplomatiques. Les discussions sur l'augmentation du volume des échanges commerciaux, la mise en œuvre de projets énergétiques et de transport visent à montrer que la présence de Téhéran est fondée sur un partenariat mutuellement bénéfique. David Genjoyan, Reopen Media.
La diplomatie iranienne en action une main tendue et un avertissement. Dans une publication sur X, le président Massoud Pezeshkian a résumé la teneur de ses échanges avec Nikol Pachinian. Il a publiquement renouvelé le soutien de Téhéran à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Mais dans la même phrase, il a formulé une mise en garde à peine voilée. La présence de forces étrangères près de la frontière commune est une préoccupation majeure qui devra être prise en compte. Un message subtil mais ferme adressé à Yerevan comme à Washington. Pachinian appelle les Artsakhiyotes à renoncer à tout espoir de retour. Selon lui, la paix est là. Le deuil doit laisser place à la joie et le Karabakh, c'est fini. Voilà en substance le message délivré par Nikol Pachinian dans sa dernière intervention pour défendre les accords de Washington. Dans une adresse à la nation, il a promis une Arménie désenclavée, un carrefour de la paix irrigué d'infrastructures internationales. Face aux critiques sur les territoires occupés, il a opposé une nouvelle logique de paix. Sur la question des prisonniers, il a concédé une impasse temporaire, mais c'est sur le sort de l'Artsakh que son discours a basculé, qualifiant la question de clause avant de lancer à ses détracteurs. Vous étiez contre, il fallait faire une révolution. Un discours qui se veut fondateur, mais qui divise profondément une société qui peine à ressentir, comme l'a demandé le Premier ministre, les effets de cette nouvelle Arménie. Depuis le 8 août, nous vivons dans un nouveau Caucase du Sud et dans une nouvelle Arménie. L'avez-vous ressenti? Pachinian affirme qu'il faut en prendre conscience. Nous, citoyens de la Troisième République, ne savons pas ce qu'est la paix. Nous ne savons pas ce que signifie vivre en paix, travailler en paix. C'est un sentiment qui nous est étranger, car depuis le premier jour de notre indépendance, nous avons vécu dans une atmosphère de conflit, dans une situation de ni guerre, ni paix. Bien sûr, les gens ont rêvé de paix, mais d'un autre côté, ceux qui utilisaient le mot « paix » ont souvent été condamnés et critiqués. La paix est donc pour nous une conscience et une réalité inconnues. Il faut savoir comment vivre en paix et à quoi ressemble cette paix, dit le Premier ministre Pachinian. Et nous devons atteindre cette paix, ajoute-t-il, bien sûr conjointement avec l'Azerbaïdjan. Au total, dans son adresse d'une demi-heure, le Premier ministre a souligné à plusieurs reprises que la paix était établie entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, bien que le traité de paix ne soit pour l'heure que pré-signé. C'est une nouvelle vie. Et nous devons vivre cette nouvelle vie d'une manière nouvelle, conformément à la parole du Nouveau Testament. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. C'est par plusieurs comparaisons allégoriques qu'il explique comment nous, Arméniens, nous devons nous rapporter à cette paix. Même la manière d'honorer et de commémorer les martyrs doit changer, selon Pachinian. La paix doit illuminer leurs âmes et consoler leurs proches. C'est le but pour lequel nos frères et sœurs sont morts et nous devons surmonter le deuil de leur sacrifice par la joie de la paix, car notre foi apostolique chrétienne nous dit qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils sont ici, maintenant, au-dessus de nous et qu'ils nous sourient. Car l'avenir de la République d'Arménie, sur lequel nous nous sommes mis d'accord en 2021, alors que les corps de nos martyrs n'étaient pas encore froids, est arrivé. Pachinian pense peut-être que les 680 000 citoyens qui l'ont élu ont oublié que cette même promesse d'avenir incluait la désoccupation de Hadrout et de Chouchi, inscrite dans leur programme électoral. Cher peuple, grâce aux accords de Washington, après plus de 30 ans de blocus, la République d'Arménie est désenclavée. Un résultat qui, je pense, aurait pu être considéré comme inimaginable dans un passé pas si lointain. Intégrité territoriale, souveraineté, inviolabilité des frontières et réciprocité, ce sont les principes que Pachinian met en avant en parlant du déblocage des routes. Bien que le principe de réciprocité ne précise pas que les routes traversant l'Azerbaïdjan seront contrôlées de la même manière qu'en Arménie, avec une coopération arméno-américaine.
Ces 10 derniers jours, on a beaucoup posé la question, si l'Arménie et l'Azerbaïdjan reconnaissent ainsi leur intégrité territoriale mutuelle, qu'est-il advenu ou qu'adviendra-t-il des plus de 200 km² de territoire occupé de la République d'Arménie? Par la déclaration de Washington et l'accord présigné, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont reconnu l'inviolabilité de leurs frontières et leur intégrité territoriale sur la base de la déclaration d'Alma-Ata de 1991. Selon Pachinian, les parties acceptent de s'entendre sur la base des frontières soviétiques. Nos citoyens ont accueilli avec satisfaction le texte présigné de l'accord. Bien sûr, il y a aussi des critiques objectives. La première concerne le fait que la question de nos compatriotes détenus en Azerbaïdjan n'est pas incluse dans le texte du traité de paix. Si la question des prisonniers avait été incluse, explique-t-il, cela aurait pu être interprété comme un report à après la signature du traité, une hypothèse qu'il refuse. Des démarches diplomatiques sont en cours à ce sujet. Laissant de côté ses promesses électorales, Pachinian rappelle un discours précédent. La page du mouvement du Karabakh est tournée et si cela ne plaît pas au peuple, il n'avait qu'à faire une révolution. Notre vision de l'avenir de nos compatriotes déplacés du Karabakh est la suivante. Avec notre soutien et celui de la communauté internationale, ils doivent s'installer en République d'Arménie, y vivre, créer et s'établir comme des citoyens à part entière de la République d'Arménie. Le Premier ministre conclut son discours par son enthousiasme pour une paix centrée sur la région. Pachinian, qui avait déclaré le premier jour de la guerre de 44 jours que quoi qu'il arrive, nous ne nous considérerons pas comme vaincus, dit aujourd'hui qu'en choisissant entre la victoire et la défaite, nous perdrons forcément. C'est pourquoi il faut choisir la formule du compromis. C'est une relation stratégique forgée par la nécessité. Depuis son indépendance, l'Iran est devenu un partenaire vital pour l'Arménie, sa seule frontière fiable face au blocus turco-azerbaïdjanais. Une relation aujourd'hui consolidée par des gazoducs, des échanges commerciaux et un objectif ambitieux, atteindre les 3 milliards de dollars d'échanges annuels. Un partenariat qui ne cesse de se renforcer. Ces dernières années, les relations économiques entre l'Arménie et l'Iran se sont considérablement approfondies. Énergie, transport, agriculture, commerce. Les deux pays multiplient les projets de coopération avec un double objectif, renforcer les liens régionaux et créer de nouvelles opportunités d'investissement. Mais l'accord de Washington et sa fameuse route de Trump vient jeter une ombre sur cette alliance historique entre les promesses d'un boom économique et les craintes d'un réalignement géopolitique. Comment l'Arménie peut-elle naviguer? L'Iran, allié naturel ou simple partenaire économique? Décryptage d'une relation à la croisée des chemins. Depuis la restauration de son indépendance en 1991, l'Iran est devenu le partenaire le plus important de l'Arménie, étant sa seule frontière fiable et ouverte dans un contexte de blocus de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. La frontière avec la Géorgie était ouverte, mais dans les années 90, les cargaisons qui y transitaient étaient pillées et le gazoduc entrant en Arménie était régulièrement saboté. Le gazoduc Iran-Arménie est entré en service en 2006 et a été inauguré en 2007. Depuis 2009, le schéma gaz contre électricité est en vigueur, par lequel l'Arménie reçoit du gaz de l'Iran et exporte de l'électricité en échange. L'année dernière, ce contrat a été prolongé jusqu'en 2030. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre l'Arménie et l'Iran a atteint environ 700 millions de dollars entre 2021 et 2023. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Vahan Kostanian, a récemment déclaré dans une interview à l'agence IRNA de ce point stratégique. Les relations entre l'Arménie et l'Iran sont stratégiques, politiques et économiques. L'objectif est d'atteindre 3 milliards de dollars d'échanges commerciaux dans les années à venir. L'Iran bénéficiera d'un accès à la mer Noire et nous pourrons nous connecter à la Russie via le chemin de fer azerbaïdjanais. Nous espérons que cette interdépendance économique deviendra un pont de coopération et non un obstacle.
À la veille de la visite du président iranien, lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique, Ali Larijani, a déclaré que les relations avec l'Arménie avaient une importance stratégique pour l'Iran. Selon l'économiste Haïk Farmanian, notre pays n'a d'allié le plus naturel que la République islamique d'Iran à l'heure actuelle. Le volume des échanges arméno-iraniens atteindra bientôt le milliard. Détergents, produits alimentaires, lait en poudre. Il est très intéressant de noter que la République islamique d'Iran, n'étant pas un pays agricole, stimule ce secteur par des subventions spéciales et des avantages fiscaux. Le lait en poudre, les produits laitiers, le beurre iranien sont très demandés dans l'Union économique eurasiatique et notamment en Arménie. Pour l'économie iranienne, l'Arménie est un pays clé. La République islamique peut, grâce à l'Arménie, accéder à l'Union économique eurasiatique. Et la suppression des droits de douane augmentera le volume des échanges, affirme le spécialiste. Il y avait un accord de libre-échange qui n'exemptait pas tous les produits des droits de douane. Mais depuis mai de cette année, la liste des produits exemptés a atteint 90%. C'est une incitation très sérieuse pour les développements futurs des relations commerciales. Farmanian considère le document présigné aux États-Unis comme problématique. Il estime que présenter les choses sous des couleurs aussi vives ne mènera qu'à la déception. Admettons qu'il y ait une route de transit dont l'Arménie profite. Répétons-le, admettons que nous préservions notre souveraineté, notre juridiction, etc. et que 15 millions de tonnes de marchandises soient importées, exportées, nous en tirons des bénéfices. Mais voyez-vous, les bénéfices pour l'Arménie viendront des infrastructures, des terminaux, des structures de services, des restaurants, des hôtels, etc. qui généreront des impôts pour le budget arménien. En contraste avec les attentes prudentes des experts, celles de pouvoir ne sont que positives. Annie Ovanessian, Riopen Media. Les scandales se succèdent entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Dernier incident en date, un célèbre producteur azerbaïdjanais s'est vu refuser l'entrée sur le territoire russe par les services de sécurité et a été refoulé à la frontière. Une escalade qui n'étonne pas l'ancien ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Tofik Zulfugarov. Il estime qu'après ses échecs en Ukraine, le Kremlin cherche à se créer de nouveaux ennemis. Selon lui, ces derniers mois, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan sont devenus les principales cibles de la propagande russe. S'il est convaincu que Moscou n'osera pas ouvrir un second front contre l'Azerbaïdjan, protégé par sa solide alliance avec la Turquie, il prédit en revanche que la pression propagandiste ne fera que s'intensifier. La diplomatie s'accélère sur le dossier ukrainien. Après des mois de blocage, les lignes semblent bouger. La Maison-Blanche annonce qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Et la Biélorussie se propose déjà comme pays hôte. Mais sur le terrain, la guerre, elle, ne connaît pas de trêve. Les frappes se multiplient de part et d'autre de la ligne de front. Pendant ce temps, d'autres points chauds de la planète continuent de s'embraser. Un accord gazier majeur qui redessine la carte énergétique au Proche-Orient, une crise diplomatique ouverte entre Australie et Israël et des inondations dévastatrices au Pakistan, notre tour d'horizon international. Le gouvernement israélien prévoit de finaliser d'ici 2 semaines un accord gazier majeur avec l'Égypte. Il prévoit l'exportation vers le Caire de 22% des ressources du plus grand gisement israélien, le Léviathan, soit 13% du gaz naturel total du pays. Ce contrat, considéré comme le plus important de l'histoire d'Israël, triplera les exportations d'ici 2028 avec la fourniture de 130 milliards de mètres cubes de gaz pour une valeur de 35 milliards de dollars. Cet accord permettra à Israël d'augmenter sa production et de l'exporter vers les marchés asiatiques et européens, tout en assurant à l'Égypte un approvisionnement stable. Les forces russes ont frappé plusieurs cibles en Ukraine qui, de son côté, a détruit des dépôts de munitions russes. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu plusieurs missiles et 117 drones et avoir frappé des raffineries et des dépôts de munitions ukrainiens. L'armée de l'air ukrainienne a quant à elle déclaré avoir abattu 230 drones de différents types, ainsi que plusieurs missiles balistiques Iskander-M et d'autres missiles de croisière en une seule journée.
Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a déclaré qu'il traitait les dirigeants des autres pays avec respect, en réponse aux critiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui l'avait accusé d'avoir décidé de reconnaître l'État de Palestine. La démarche personnelle de Netanyahou a aggravé les tensions entre les deux pays. Albanese a précisé qu'il avait informé Netanyahou de sa décision à l'avance et avait proposé de discuter de solutions politiques. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a annoncé que le président russe Vladimir Poutine avait indiqué lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump qu'il rencontrerait le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les prochaines semaines. L'administration Trump coopère avec la Russie et l'Ukraine pour assurer la tenue de cette rencontre bilatérale. Leavitt a souligné la transparence de l'administration en réponse aux insinuations du Kremlin sur l'absence d'un accord ferme. La Biélorussie est prête à organiser une rencontre entre les présidents russes et ukrainiens à la demande de Moscou dans le but d'instaurer la paix. La porte-parole du président biélorusse, Natalia Eismont, a déclaré que la rencontre pourrait avoir lieu dans un avenir proche et se déroulerait à un haut niveau. Elle a précisé qu'Alexandre Loukachenko n'avait pas discuté de ce sujet avec Donald Trump. Au cours des 5 derniers jours, le bilan des victimes des pluies torrentielles et des inondations dans le nord-ouest du Pakistan a atteint 365 morts. Les autorités locales et internationales avertissent que la phase la plus catastrophique de la mousson se poursuit et que de nouvelles tempêtes violentes sont attendues prochainement. David Genjoyan, Reopen Media. Le procès de l'archevêque Bagrat Galestanian s'est ouvert sur une prière et sur une accusation cinglante. Ce mardi, la première audience dans l'affaire de l'archevêque et de ses co-accusés a débuté au tribunal pénal d'Erevan. Avant même l'arrivée du juge, l'archevêque Galestanian, interpellé par les journalistes sur les accusations de terrorisme qui pèsent sur lui, a eu cette réponse sans équivoque. « Nous ne sommes pas des terroristes, mais eux, ils le sont. » Yerevan suffoque dans la capitale et à travers le pays. La pollution de l'air atteint des niveaux records. Une situation aggravée depuis un mois par l'incendie qui ravage la plus grande décharge d'Arménie, celle de Noubarachen, dont l'épaisse fumée empoisonne les habitants. Les écologistes tirent la sonnette d'alarme. La concentration de poussière dans l'air est non seulement un danger pour la santé, mais elle affecte aussi le comportement social. Et les chiffres sont sans appel. Le niveau de pollution à Yerevan dépasse les normes de 5 à 7 fois. Un cocktail toxique alimenté par des constructions non réglementées, un trafic automobile dense dans des rues étroites et une géographie qui empêche la ventilation naturelle de la ville. Face à l'urgence, le gouvernement a approuvé un nouveau plan de surveillance de l'air. D'ici 2030, de nouvelles stations de monitoring conformes aux standards européens seront installées à Yerevan et dans les grandes villes du pays comme Gyumri, Vanadzor ou Kapan. Mais pour les experts, la surveillance ne suffit pas. L'écologiste Inga Zarafian le martèle. La solution première reste de verdir la ville. Or, c'est tout l'inverse qui se produit sous nos yeux. Des parcs historiques comme les jardins de Dalma ou le grand parc face au monument de la Victoire ont été rasés pour laisser place à de nouvelles constructions. Un paradoxe dramatique alors que la pollution de l'air tue plus de 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Ce n'est plus un simple problème environnemental, c'est une menace de santé publique majeure qui exige des actions immédiates et coordonnées. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale arménienne a dévoilé sa feuille de route. Yeriche Melikian a qualifié la sélection de symbole de force, d'unité et de responsabilité. Il considère le premier match contre le Portugal le 6 septembre comme une épreuve sérieuse, mais aussi comme une grande opportunité d'analyse. Selon lui, les fondations de l'équipe reposeront sur 3 piliers, la foi, le dévouement et la discipline. Conscient du mécontentement des supporters qu'il juge naturel, il assure qu'avec de la patience et de l'unité, il est possible de renverser la situation.
Et à la fin de notre édition d'aujourd'hui, une triste nouvelle, une figure emblématique de la présence française en Artsakh nous a quittés. Le magazine Nouvelles d'Arménie annonce le décès de Michel Tancrèze. Il avait découvert l'Artsakh pendant la première guerre en accompagnement des convois humanitaires. En 2001, il avait fait le choix de s'installer à Stepanakert où pendant plus de 20 ans, il a supervisé sans relâche toutes les actions du Fonds arménien de France. Rien n'avait pu l'en déloger, ni la guerre de 2020, ni le blocus jusqu'à l'exode forcé de septembre 2023. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 20 août. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain. À très vite.